Derek, un mot sur ton parcours entrepreneurial. Tu as créé une société qui est aujourd'hui une belle ETI et tu as différents métiers. Lesquels, Derek? Bonjour d'abord, merci de m'inviter. Écoutez, j'ai démarré par hasard dans ce qu'on appelle aujourd'hui la vente à distance, qui était vente par correspondance à l'époque. Et à l'époque, c'était plus facile de commencer une société lorsqu'on était vieux que lorsqu'on était jeune. Et j'avais 25 ans, donc mon parcours depuis est assez large. Et j'ai commencé tout à fait par hasard dans le marketing de niche, avec des bijoux, des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie, choses comme ça. Progressivement, je suis développé dans un secteur que j'aimais beaucoup, par affection, par étude, c'était l'histoire. On s'est développé dans l'édition. Puis de là, avec l'âge, finalement, je commençais à devenir potable pour la diversification. Et donc, j'ai commencé à racheter en effet une société à Larousse. Après, j'ai développé dans le grand public. On s'est développé dans les catalogues, toutes marques. Ensuite, on a racheté le groupe L'Homme Moderne. Ensuite, on est reparti, donc, qui est un groupe à la fois sur les objets, à la fois le textile. On a énormément développé le textile. Ensuite, on a racheté une partie alimentaire pour se développer autour de la base de clients que l'on avait, pour arriver à les nourrir quelque part. Et là, on a commencé à s'intéresser au terroir, parce que c'était ça qui m'intéressait. C'était vraiment le terroir français, les régions. Et donc, on a repris Tradition du Périgord, on a repris Léon Fargue avec une base dans le Périgord à Sarlat, donc très haut lieu touristique. Et ensuite, dans le Gers également, à Saran, près de Toulouse. Et ensuite, on s'est développé dans le vin également, puisqu'on avait hérité d'une société de vin dans tout ça. Et on a racheté le Vinifil, les vignobles à Landemoraux. Et puis, on a développé également le groupe dans les boutiques. On a racheté quelques catalogues concurrents. Et pour en arriver finalement à racheter en 2013, ou 2015 plutôt, le château de Rennes-Vigneaux. Derek, aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'ETI, quel chiffre d'affaires et combien de collaborateurs? Globalement, on a à peu près entre 500 et 600 personnes. On fait 210 millions, 220 millions de volume à peu près. Et on a également un bureau en Chine pour les achats dans la partie textile, dont on se sert également maintenant pour promouvoir le vin. Et voilà, on a des centres d'appel à droite à gauche. Enfin, quelques chiffres. C'est assez difficile. Maintenant, c'est plus difficile de gérer avec le temps de travail qui est réduit par rapport à l'époque où j'ai commencé, où on était quand même à l'époque à 44 heures, je crois. Donc une nouvelle doléance pour notre ministre, quoi. Oui, oui quelque part. On fait une liste, oui, quelque part à l'époque. À l'époque, on travaillait beaucoup et il fallait être plus âgé pour réussir. Maintenant, il faut être jeune et on doit travailler moins. Donc, c'est complexe quand même. Alors, Derek, super parcours entrepreneurial, bravo. Mais alors, pourquoi tu as investi dans le vin? Racheter un Sauternes, Rennes-Vigneaux, mais je sais que tu es très riche, mais quand même. Très riche, non. La valeur des sociétés n'est pas la valeur des personnes. Donc, non, j'ai été intéressé par Rennes-Vigneaux parce qu'on m'a proposé ça, évidemment, avec le foie gras, puisque Sauternes égale foie gras dans l'imagerie populaire, on va dire. Et donc, c'était en bas de cycle au niveau de Sauternes. J'ai toujours aimé les situations en bas de cycle. J'aime les reprises, j'aime les challenges. Et là, c'était un véritable challenge. Donc, on est venu me voir parce que nous, on était dans le foie gras. Donc, on est le premier acteur de vente à distance dans le foie gras, directement aux particuliers. Donc, ça paraissait évident à celui qui cherchait un repreneur, qui était un groupe bancaire très connu, et qui avait, je dois dire, fait une belle chose, et qui avait réveillé un peu en qualité une belle endormie, qui était la reine, puisque Rennes-Vigneaux était quand même la reine des Sauternes, depuis 1867, où elle avait été élue meilleure Sauterne du monde. Donc voilà, c'était le terroir. Moi, j'y suis allé, comme toutes les acquisitions qu'on me propose, j'essaie de faire fonctionner mon 6e et mon 7e sens d'abord, d'avoir un intérêt, disons, sur le produit, sur le terroir, et là, ça m'a intéressé. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire. Le site est magnifique, le vin était absolument superbe, d'une autre qualité que le Sauternes auquel j'avais été habitué, et que j'avais pas goûté depuis 20 ans d'ailleurs. Donc, je me suis emballé sur le site, sur cette magnifique reine qui était une belle endormie. Et je me suis dit, bon, c'est intéressant pour notre groupe de se lancer là-dedans et d'aider justement en vente directe, à travers différents biais, le développement de cette région de Bordeaux qui était un peu délaissée à l'heure actuelle. On peut le dire, le Sauternes a été délaissé et on était vraiment bas de cycle. Donc voilà. Ça part d'un challenge et j'ai toujours aimé ça et c'est ça qui me motive. Derek, en qualité de néo-vigneron, on va dire comme tel, quelle mise en place tu as mis au niveau de l'œnotourisme et quel type de discussion tu as pu avoir avec les petits copains de Sauternes ou de la région bordelaise, sachant qu'encore une fois, tu ne connaissais pas grand-chose de vin au départ? Pour
Pour répondre aux différentes questions, là, pour répondre aux copains en quelque sorte de la région, en effet, on a regardé tout de suite ce qu'on pouvait faire. Il y a toujours des gens qui sont disposés à s'asseoir autour d'une table et à discuter. Le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que autour d'un premier grand cru classé, il y a quand même d'autres premiers grands crus, il y a des seconds grands crus. Et ensuite, il y a ceux qui ne sont pas classés. Donc, c'est très compliqué d'arriver à mettre tout le monde sur la même zone d'intérêt. Donc, moi, j'ai considéré qu'il fallait d'abord essayer de s'entendre si c'était possible. Et ça m'est apparu assez difficile, finalement, parce qu'on voit très bien, si on veut faire une route commune pour la visite des premiers grands crus, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content parce qu'il a peur qu'on tire la couverture de l'autre côté, pas de son côté. Donc, c'est très compliqué. Le travail d'équipe en affaires a toujours été extrêmement complexe. C'est un peu comme le vin. Et là, donc, on s'est vite aperçu de ça. Donc, nous, on s'est dit, bon, il faut aller directement au grand public, puisque nous avons une base de clients qui est de 5 millions. Donc, à partir de là, on va essayer de travailler cette base, de voir les gens qu'on a qui habitent la région et comment on peut développer le no-tourisme, qui a été tout de suite un de mes centres d'intérêt, parce qu'on a des capacités dans le groupe, mais avec le foie gras, c'est quand même limité et il fallait trouver d'autres issues. Donc voilà, on a développé, donc à partir de là, on s'est demandé quel était le public que l'on voulait en termes de budget, en termes d'image également, en termes de notoriété, pour voir un peu si l'aspect médiatique pouvait être intéressant. Et ensuite, on s'est posé la question de savoir quelles étaient autour de nous les capacités auxquelles on pouvait s'adapter, à savoir si on voulait faire venir les gens, il faut les loger. Or à Sauternes, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'infrastructure, donc il fallait voir un peu aussi quelle était la volonté des pouvoirs publics de développer le no-tourisme de ce côté-là. Donc on a pu voir en effet que certains châteaux voulaient développer du logement. Donc le logement est très important parce qu'en vin, si vous voulez vendre à des clients, bon, il y a l'image bien sûr, la notoriété, mais après il faut que les gens puissent emporter le vin. Les croisiéristes c'est très bien, mais s'ils reprennent l'avion, c'est pas idéal pour leur vendre plus d'une bouteille. Donc il faut essayer de trouver un peu ce que l'on cherche dans tout cela. Est-ce que c'est notoriété, vente ou pas? Et dans ces cas-là, il faut réfléchir en effet comment le client va partir avec ce qu'il aura dégusté. Voilà un petit peu la problématique de le no-tourisme. Alors après, chacun œuvre un petit peu suivant ses capacités à la fois d'idées, de fichiers, de capacités de développement, à la fois médiatique et en notoriété. Donc voilà, nous on a choisi différents axes. On a choisi l'axe no-tourisme avec, en effet, on n'a pas le logement. Donc on s'est dit, puisque le logement va avoir lieu dans certains châteaux autour, tant mieux. Ce n'est pas notre secteur d'activité. Concentrons-nous sur ce qu'on sait faire, qui a toujours été un peu ma théorie, du bon sens. Et le bon sens fait qu'on a un terroir exceptionnel. On a une vue la plus belle de Sauternes. On est vraiment la reine. Et donc j'ai dit, axons ça là-dessus et faisons venir le plus grand public dans un premier temps. Et on verra après comment le tri s'opère. Vous savez, il faut d'abord refaire connaître, retravailler la notoriété. Elle passe par une ouverture grand public. Et ensuite, si l'on veut aller suivant l'image que l'on veut donner, on travaille ensuite la restriction et la qualité du public que l'on veut. Donc c'est tout ça, c'est la dépendance et l'interdépendance de ces différentes choses, différents points que je viens de vous dire, qui fait que l'on arrive à faire fonctionner et développer un château. Voilà, et de continuer et d'arriver à réinvestir, parce que c'est un investissement important. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, un premier grand cru nécessite de gros investissements. Et d'arriver déjà au bout de 3 ans à un point mort, ça a été pour nous une satisfaction, car nous devons toujours continuer de réinvestir, tant en qualité qu'en logistique et infrastructure. L'accès, ne serait-ce que si vous avez plus de touristes, vous avez les routes à revoir, vous avez aussi des idées à trouver pour faire venir les personnes et être en décalage par rapport à la fois à l'environnement et aux copains, comme vous dites. Mais chacun a sa place, donc il ne faut pas essayer de concurrencer les copains, il faut trouver d'autres choses qui puissent attirer d'autres personnes ou les mêmes personnes dans le même environnement. Et la clientèle, Derek, qui vient voir le château Rennes Vignaux, ils sont français, ils sont internationaux. Tu mets l'accent sur également l'étranger? Mais on a quand même une proportion de Français très importante et je considère qu'il faut que la France représente au moins 50% de nos ventes, car si on n'existe pas dans son pays, on a du mal à pouvoir justifier son existence ailleurs. Bon, 50% c'est peut-être beaucoup. Mais on a quand même une capacité, d'abord on attire en effet les Français, la région, tous les Français qui voyagent et les camping-cars jusqu'aux hôtels 5 étoiles qui sont à côté de chez nous. Il faut être capable de répondre à toute cette clientèle
tout en gardant une certaine image, ce qui n'est pas facile bien entendu, mais c'est comme ça qu'on est présent en France. Il faut être à la fois populaire et à la fois élitiste, ce qui est un sport très compliqué. Et en ce qui concerne l'étranger, bon, c'est plus facile parce qu'on a les croisiéristes à Bordeaux, on peut travailler, on a eu le Best of World for Tourism, donc, qui est une bonne nouvelle. Et on travaille beaucoup l'étranger, on travaille beaucoup la Chine aussi, parce que j'ai considéré tout de suite, bien qu'étant à moitié américain, j'ai considéré que la Chine était le pays de l'avenir, en tout cas avec une population suffisamment grande pour que les seniors chinois, puisqu'on considère que les seniors sont les plus intéressés, soient les premiers clients. Et donc on a utilisé notre bureau de Shanghai pour faire connaître la notoriété. On est très présent dans les écoles, dans tout ce qui est justement éducatif pour le vin, et qui nous permet d'être présents sur les réseaux sociaux et de là développer l'image qualitative et la notoriété. Et de là des touristes, bien entendu, qui viennent, aussi bien de Chine d'ailleurs, mais que des États-Unis, que de l'Angleterre, de l'Europe essentiellement. L'Europe est un bon marché et ensuite la Chine, bien entendu, est un gros marché. Merci Derek. Philippe Béraron, vous êtes directeur de l'ADT Marne et pilote de l'Eunotourisme. Philippe, un petit mot sur justement l'Eunotourisme Lab. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Eunotourisme Lab, déjà, c'est un lab qu'on a créé il y a 2 mois seulement, donc c'est encore un petit bébé. Mais c'est une initiative qui a été prise par l'agglomération de Châlons-en-Champagne avec son office du tourisme et son incubateur, le Think Lab, et à laquelle on s'est rallié logiquement, puisqu'en tant qu'ADT, comme tous nos homologues en France, c'est un peu dans notre ADN d'accompagner l'évolution de l'offre. Puisqu'on constate bien, c'est d'ailleurs le thème de cette partie des assises, que l'offre touristique française a changé, mais l'ambition, c'est surtout qu'elle continue à changer. Qu'elle continue à changer à la fois vers plus de numérique, bien sûr, mais aussi vers plus d'humain. Ça, c'est très important, même si d'ailleurs les deux ne sont pas forcément antinomiques, mais prendre en compte toutes ces nouvelles attentes vers un tourisme plus respectueux de l'environnement, plus de ressourcement, c'est extrêmement important. Et donc face à cette nécessité de continuer à faire évoluer l'offre, il nous a semblé qu'il manquait un maillon dans la chaîne qui était un outil permettant à tous les porteurs de projets innovants en matière de no-tourisme d'avoir une aide à la fois concrète et répondant à leurs attentes, que ce soit des startups, soit des étudiants, soit aussi des entreprises déjà existantes, mais qui veulent innover en matière de no-tourisme. Et donc on a créé cette No-Tourisme Lab pour apporter toute une gamme de services à ces porteurs de projets. Donc le plus logique, on va dire, quand on est dans un lab, c'est déjà de faire de l'incubation. Donc on a effectivement ce service d'incubation et de mentorat grâce au Think Lab de Châlons, avec un point important qui est que le Think Lab de Châlons a un partenariat avec l'université d'Adélaïde en Australie, ce qui fait que les porteurs de projets qui sont incubés dans ce lab, eh bien, ils ont accès à des experts internationaux, ce qui est évidemment un gros plus. Mais évidemment, tous les porteurs de projets n'ont pas forcément besoin d'incubation. Et donc, pour cela, on fait un service sur mesure, à la carte, pour leur apporter des réponses en termes, ça peut être sur des éléments financiers, sur des éléments juridiques, sur leur communication, sur leur mise en marché. Et donc, voilà, on s'appuie pour ça sur des experts qui sont à nos côtés, et puis évidemment aussi les compétences qui peuvent être les nôtres. Philippe, aujourd'hui, donc, le projet est récent, il y a 4 startups ou entreprises. Quels sont les 4 métiers ou les 4 idées forces ? Alors, en fait, donc, effectivement, on est encore jeune. On a aujourd'hui 4 projets qui sont dans le lab, qui tournent autour de la découverte à travers des randonnées sur à la fois des viticulteurs, des producteurs de terroirs. On a aussi un projet lié à la découverte des vignerons qui pratiquent la biodynamie, ou en tout cas des vins bio. Ça, c'est aussi dans les grandes tendances actuelles. On a aussi un porteur de projet qui est d'ailleurs là aujourd'hui et que vous pourrez aller voir. Elle a un stand ici. C'est un porteur de projet sur la création de coffrets à distribuer auprès d'épiceries fines ou chez des vignerons et qui permettent de mettre en valeur à la fois des vins, des produits du terroir et le tourisme dans les régions viticoles. Et puis on a un porteur de projet qui a la bonne idée de remettre au goût du jour les loges de vignes.
C'est-à-dire qu'il y a eu un concours d'architecture avec l'école d'architecture de Nancy et donc l'université de Châlons-en-Champagne. Et il y a eu la création donc de 12 nouvelles loges de vignes l'année dernière et encore 12 cette année, donc qui ont été créées à partir de matériaux de recyclage. Et donc ce porteur de projet, il permet de visiter certaines de ces loges de vignes. Et donc il y a tout un parcours durant 2h30 où on peut parcourir les vignes du côté de Cumières, donc sur les coteaux historiques de la Champagne. Et donc, on s'arrête dans ces loges de vignes pour à la fois déguster du champagne et aussi en accord avec évidemment des mets locaux. Donc, on a cet accord mets-vin dans une loge de vignes. C'est vraiment un superbe produit. Et Philippe, vous accompagnez également toutes ces jeunes pousses en matière de financement parce qu'il faut de l'argent en phase d'amorçage et après se développer, grandir et devenir une belle ETI comme celle de Derek par exemple. Alors, on a un centre, effectivement, dans les services qu'on offre, on a un centre de ressources dans lequel on peut indiquer toutes les sources de financement possibles, toutes les sources de formation également. Alors, nous, on ne finance pas nous-mêmes, mais effectivement, on renvoie sur les structures financeurs, que ça peut être donc des banques, mais ça peut être la BPI, ça peut être d'autres, la région, le département, en fonction des différents projets. Les demandes, quoi. Et puis un autre service très important, c'est aussi de permettre aux porteurs de projets de tester leur idée à 2 moments clés. Au démarrage, quand ils en sont encore au stade de l'idée. Donc là, les porteurs de projets, ils vont être confrontés à un jury de professionnels du tourisme. On s'appuie pour ça sur les 500 labellisés vignobles et découvertes qu'on a en Champagne. Donc les 500 ne viennent pas rencontrer les porteurs de projets, sinon ça ferait un peu beaucoup. Mais donc ils sont confrontés à un jury qui va un peu les titiller sur leur projet et puis qui va les mettre en face avec le réel, la réalité du terrain. Et ça c'est très important quand on démarre un projet innovant en matière de no-tourisme ou d'autres. Et puis à un second temps, lorsque le projet est mûr et avant qu'il soit mis en marché, là, à travers ce qu'on appelle le Living Lab, le projet va pouvoir être testé auprès de sa clientèle cible. Par exemple, si on a un projet dédié au musée ou au centre d'interprétation du vin, eh bien, on va faire appel à un de nos partenaires musées pour qu'il teste ce produit ou ce service auprès de ses visiteurs pendant une période donnée, ce qui permettra de faire éventuellement des réajustements avant la mise en place effective du projet ou du produit sur le marché. Philippe, de façon générale, le tourisme dans cette belle région Champagne-Ardenne, est-ce que vous chassez en meute? Est-ce que Châlons, Troyes, Épernay, Reims, c'est Lion sacré, vous aimez autant qu'à Sauternes ou tout va bien? Effectivement, le chasser en meute, c'est la grande expression à la mode quand on essaye de mettre en place, effectivement en Champagne. On a notamment mis en œuvre un groupe no-tourisme sous l'égide de la mission UNESCO qui réunit tous les acteurs institutionnels à la fois du tourisme et puis du vin, bien sûr, sur cette thématique de l'onotourisme. Et on est en train de préparer une stratégie partagée à travers un livre blanc qui sera présenté aux premières assises de l'onotourisme en Champagne le 21 mars prochain. Donc oui, on travaille en meute. Merci Philippe, on peut l'applaudir Philippe, merci beaucoup. Alors, Raphaël et Nicolas, vous avez inventé un truc bizarre qui s'appelle la spéléonologie. La spéléonologie. Alors, lequel des deux est vigneron et lequel des deux est spéologue? Alors, bonjour, moi je suis Raphaël Pommier, le vigneron. Et moi, je suis le spéléologue. Alors justement, ce concept, c'est quoi? Ça se passe à 80 mètres sous terre? Alors déjà à la base, pour préciser, moi je suis vigneron en bio et je suis effectivement dans l'Ardèche. Donc vous avez certains beaux paysages qui sont mis en avant. L'Ardèche c'est un terroir qui est sauvage, qui est naturel, qui est riche d'un patrimoine, bien entendu, on le voit avec des beaux sites, mais aussi des sites historiques, puisqu'on a un patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été reconnu dernièrement, qui est la grotte Chauvet, avec déjà aussi, comme la Cité internationale du goût, 1 million de visiteurs en 2 ans. Et on a une très belle grotte qui s'appelle la grotte de Saint-Marcel, mais que connaît beaucoup mon collègue spéléologue. Oui, donc cette grotte de Saint-Marcel est située dans les gorges de l'Ardèche. C'est l'une des plus grandes grottes de France et en tous les cas la plus grande d'Ardèche. C'est un patrimoine, on a beaucoup parlé de patrimoine ce matin et donc c'est un patrimoine souterrain qui est exceptionnel et qui est lié de manière assez inattendue au vin puisque les spéléologues depuis toujours explorent ce patrimoine et il se trouve que des spéléologues sont tout simplement des vignerons puisque cette grotte appartient à la mairie de Saint-Marcel d'Ardèche et il y a beaucoup de
de vignerons qui ont déjà exploré. Voilà. Et du coup, un jour, il y a eu une idée. Et oui, parce que forcément, dans une cave comme ça, naturelle, il fait frais, il fait toujours noir, il fait toujours humide. C'est un lieu idéal pour faire du vin, faire vieillir du vin. C'est pas une idée qui est neuve, puisqu'il semblerait qu'au néolithique, le plus vieux site de production vitivinicole est une grotte. C'était la grotte d'Arénie, qui est en Arménie. On n'a fait que répéter en fait l'idée, et par contre, on s'est structuré à plusieurs, puisqu'on est un groupe de viticulteurs. On est une dizaine de viticulteurs qui sont sur la commune de Saint-Marcel d'Ardèche, dans une appellation toute nouvelle, qui est l'appellation Côte-du-Rhône Village Saint-Andéol. Et on a commencé par descendre nos vins, alors en tonneaux, en bouteilles, pour les faire vieillir. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, ils se bonifiaient. Donc c'est un procédé itératif, bien sûr, qui a pris le temps et qui nous a permis de rencontrer des personnes. Donc le spéléologue qui est à mes côtés nous a aussi initié à l'exploration de cette grotte. Et on s'est retrouvé dans cette idée, explorer les saveurs, explorer les goûts, explorer le temps, explorer le site, le patrimoine, et puis finalement devenir des explorateurs, des spéléonologues. Il y a une petite faute sur le terme que vous avez marqué. Il manquait le E du onologue, mais c'est comme ça qu'on a démarré, n'est-ce pas ? Oui, les spéléologues, c'est une activité, en fait, comme vous le voyez sur les photos, on s'équipe avec un casque, un éclairage, et on part à la découverte de cette grotte de Saint-Marcel, qui est un lieu extraordinaire. Et on s'est rendu compte que dans ce lieu, quand on débouchait une bouteille de vin, il y avait des qualités de dégustation qui étaient juste exceptionnelles, parce que quand on éteint nos lumières, figurez-vous qu'on est tout simplement dans le noir absolu. Et donc, dans ce noir absolu, nos sens sont concentrés sur la dégustation, et vraiment, tous nos visiteurs, à commencer par nous les premiers qui avons expérimenté cette expérience, nous font part des qualités de dégustation de la grotte, à l'intérieur de la grotte, pendant cette activité de spéléonologie. Et est-ce que le vin est différent, Raphaël, pendant cette vraie dégustation à l'aveugle ? Alors je dois dire qu'on a reçu énormément de sommités de la dégustation, des meilleurs sommeliers du monde, des meilleurs sommeliers de plusieurs pays. On a reçu de la presse vitivinicole et on s'est attaché présenter le vin qui était vieilli en haut et le vin qui était vieilli au cœur du terroir. Et il se trouve qu'effectivement, il y a une différence. Alors, ce sont des différences dont on va analyser maintenant la raison. On en a une qu'on pressent qui est liée à la présence de gaz carbonique dans les grottes calcaires, qui semblerait influencer le vieillissement, puisqu'il rajouterait par diffusion au travers des tonneaux ou des bouchons un certain pourcentage d'acide carbonique dans le vin, lui permettant d'avoir un peu plus de fraîcheur et donc d'apporter finalement une finesse plus agréable. Mais ça, c'est encore une fois à terme, c'est expérimental. Vous savez, les vignerons n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils créent à chaque fois. Ils sont aussi autant artistes qu'explorateurs. Et quelque part, ils s'amusent à innover et à chercher. C'est comme ça qu'on a créé de nouveaux cépages, qu'on a défriché de nouveaux terroirs. En tout cas, tout ce qu'on aime, c'est faire partager cette passion. Et la spéléonologie, c'est finalement amener le visiteur à s'immerger au cœur du terroir. C'est une immersion. Nicolas a parlé de la dégustation à l'aveugle que l'on fait lorsqu'on est effectivement dans une phase de spéléonologie, mais on a aussi des dégustations no touristiques où, autour d'un tonneau, après une visite de la grotte, on va se mettre à déguster du vin. C'est tout simple, mais les visiteurs en ressortent éblouis. Parce qu'on prend le temps. Dans une grotte, vous n'avez plus de téléphone portable, vous n'avez plus de notion du temps. Vous ne savez pas quelle heure il est dehors, vous ne savez pas s'il pleut, s'il neige, un peu comme ici aujourd'hui. Tant bien, on aura 10 cm de neige en sortant. On est un peu plus haut. Mais c'est l'intérêt, c'est de se détacher du temps et de vivre une expérience hors du commun. Les photos le prouvent, c'est des lieux magnifiques, c'est des lieux qui sont en tout cas chargés de sens pour un vigneron, parce qu'on est au cœur du terroir. Nicolas, ce sont des petits groupes et tout un chacun peut y aller, parce que, attention à la remontée là, avec tout ça. Oui, alors c'est vrai que l'intérêt de cette cavité qui est très vaste, c'est que du coup on peut emmener un public assez large, donc on emmène même des enfants, des familles. Et puis aujourd'hui, nous, c'est une activité vraiment qui a fait progresser ce qu'on est capable de proposer dans cette grotte de Saint-Marcel, puisque c'est une grotte qui est aussi en partie aménagée, où il y a des visites touristiques. Et donc grâce à cette activité, on a pu faire progresser l'activité. Moi-même, dans mon activité de guide de spéléo, j'ai pu toucher un nouveau public que je n'atteignais pas avant uniquement par la spéléo. On a des visiteurs aujourd'hui qui viennent parce qu'il y avait le vin, parce que c'était l'attrait de cette dégustation exceptionnelle, et puis qui me disent qu'ils reviendront parce que du coup ils ont découvert un univers qui est celui de la spéléologie et de la grotte de Saint-Marcel, et donc ce patrimoine. Et donc on arrive vraiment à faire progresser notre offre, les visiteurs. On parlait aussi de la clientèle étrangère. Donc notamment des Américains, on a eu des Américains, des Indiens justement. Voilà, ça varie notre clientèle. Au niveau des périodes aussi, il faut savoir que dans cette grotte, c'est pour ça que le vin y est bien en particulier, c'est la température est la même toute l'année. On est à l'abri des éléments, des variations de température, d'humidité.
Et du coup, c'est un lieu propice pour proposer du tourisme et des activités toute l'année. Et pour vous, c'est un business ou du plaisir ou les deux? Eh bien, c'est les deux. On ne ferait pas ce métier si on n'était pas passionné, déjà. Et puis, je vais vous dire que descendre du vin à 80 mètres sous terre, c'est pas facile. Surtout aussi pour le remonter. Parce que c'est plus léger les bouteilles. Hein. On connaît les descentes, mais les remontées, c'est toujours plus difficile. Non, ce qui est certain, c'est qu'on a deux créations de valeur derrière. Déjà, la création d'une valeur sur le vin, puisqu'il a une identité forte, une présence forte. La nouvelle appellation Côtes-du-Rhône Saint-Andéol va s'en sortir bénéficiaire, puisque ça donne une notoriété avec... c'est là qu'on fait vieillir 10 domaines viticoles sur les 14 qui sont présents dans l'appellation. En même temps, il y a une valorisation de notre temps passé, puisqu'on va pouvoir parler de notre terroir comme on n'a jamais pu le faire. Hein. Souvent, on fait visiter nos vignes, mais les visiter de l'intérieur, c'est un peu différent. Et ensuite, bien, tout la plus-value qui est apportée sur la chaîne de valeur au niveau touristique, puisque les gens viennent donc en chambre d'hôte, dans des hôtels, ils viennent manger, ils viennent rester. C'est une activité qui demande quand même un peu de temps. Donc, ça nous permet de construire au niveau local, avec l'Office du tourisme, des offres groupes, des offres adaptées. Et puis, la mairie de Saint-Marcel nous soutient aussi beaucoup. On a un système automatique de remontée du vin et des personnes qui est en train de s'installer, parce que voilà, c'est bien beau de proposer des idées, encore faut-il qu'elles soient accessibles à un vaste public. Et derrière, toutes ces valorisations, ces actions, elles ne sont que le résultat finalement de ce travail partagé entre du public, du privé. Vous parlez de la difficulté de se retrouver à plusieurs autour de la table, mais c'est parce qu'il ne faut pas se retrouver autour de la table en fait. Vous savez, ce sont les Gaulois... Autour d'un verre. Non, même pas. Ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau. Il faut se retrouver autour du tonneau. Il est rond parce qu'il est convivial et on se voit. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on peut avancer. Cette activité, tous les deux, elle fonctionne périodiquement, pendant 6 mois par an, toute l'année. Vous êtes ouvert de camp à camp. Et combien ça coûte pour faire une balade avec vous ? Ça coûte le prix de l'envie. Hein, on commence avec des tarifs de 54, 68 € par personne. Et ça dure combien de temps la balade ? Alors, c'est justement, on a une offre qu'on tend à faire évoluer. Et aujourd'hui, on propose des parcours sur une demi-journée. Ça commence à partir de 2h30 où on passe donc 2 heures dans la grotte. Et croyez-moi, le temps passe vite. Et on y passe parfois des journées entières hein, avec des repas. Voilà, on parlait de gastronomie aussi ce matin. On associe la gastronomie avec des chefs. Voilà, c'est de manière. C'est ça qui est important. Moi, c'est vraiment une aventure humaine. On a parlé de l'humain, de la rencontre. Voilà, il y a un partenariat aujourd'hui entre la mairie de Saint-Marcel, les vignerons, le spéléologue et puis avec vous aujourd'hui. Tous les deux qui avaient un œil neuf sur le tourisme, les pistes de réflexion à mener par Hervé et toutes ses équipes, Hervé Novelli, c'est quoi les 2-3 grands axes qui vous paraissent importants à court terme ? Mais déjà, la première chose, c'est quand on se réunit, de ne pas oublier quelqu'un qui n'est jamais autour de la table, c'est le client. C'est-à-dire de le faire venir avec nous, de le faire vivre. Après, la deuxième étape, c'est effectivement d'aller auprès des partenaires publics, institutionnels. J'en profite pour remercier tous ceux que l'on a mis exposés sur notre présentation, parce que sans eux, on n'aurait rien fait. Les associations locales, voilà. Il ne faut pas hésiter à faire du lien. Et le vin, c'est formidable, ça fait de lien. Après, il ne faut pas non plus vouloir un retour immédiat. C'est assez surprenant, les viticulteurs plantent des vignes pour 80 ans, mais il faudrait que le commerce ou que l'investissement sur l'onotourisme soit immédiat et on commence à se jalouser. Alors que c'est sur 10, 15, 20 ans que vont se construire des choses. D'où l'intérêt de bien les faire dès le départ, ne pas s'enterrer effectivement dans des idées farfelues, mais de progresser. Et enfin, utiliser les outils naturels qui sont déjà à notre disposition. On est assis sur des trésors en France. Il faut simplement commencer à le réaliser et à aller chez les uns et les autres, dans les sites touristiques, dans les sites culturels, commencer à croiser. Il ne faut pas que tout le monde se mette à faire la même chose. Hein. Après, s'il y en a d'autres qui veulent lancer des grottes, ça, il faut qu'ils nous en parlent, parce qu'on pourra en discuter. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir en tout cas une dynamique. Ça ne s'inscrit pas que dans l'individuel. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Bravo pour ce beau projet. Arnaud, où est situé ce fameux hôtel chez Monet ? Tout d'abord, bonjour, merci pour cette belle invitation, en tous les cas pour partager avec vous. Moi, je suis à la tête d'un projet qui vient tout juste d'ouvrir et qui est situé à Cognac. Petit village quand même de 19 000 habitants. Alors, le concept, il y avait un bâtiment génial, il ne se passait rien. On rachète, on rase, on construit et ça arrive maintenant. Alors,
dans ces différentes interventions, il y a effectivement une notion, et on le sait dans le développement du tourisme, qui est à un moment donné de se poser les questions de la capacité d'hébergement dans un lieu ou un site de no-tourisme. Moi, j'ai la chance de faire partie plutôt de ce milieu de l'hébergement hôtelier depuis pas mal d'années, et on sait que quand on a une offre qui existe, la demande se développe. Et pour nous, c'était ce projet, il est né comment? Il est né entre la vision d'un maire pour sa ville et pour un bâtiment, effectivement, qu'il avait, qui était classé, qui est toujours d'ailleurs au patrimoine industriel de France, qui était un peu à l'abandon. Et puis la vision d'un investisseur qui est arrivé en voyant un potentiel énorme sur une destination qui n'est pas connue en France, il faut le dire quand même, ou très peu, par contre qui est mondialement à une image incroyable, qui représente beaucoup de valeurs que la France représente à l'international, et qui est aujourd'hui, on le sait, plus de 98% de son activité en dehors de France. Et donc une vision d'opportunité, de développer, en tous les cas de rajouter une capacité d'hébergement. Mais au-delà de ce projet, ce qui est intéressant pour nous d'offrir et aujourd'hui de développer, c'est que, on le sait, dans l'offre no tourisme, il y a quand même tourisme, et qu'aujourd'hui, les attentes de nos clients, qu'ils soient français, européens ou internationaux, vont au-delà d'une chambre d'hôtel quand ils viennent dans un hôtel, vont au-delà même de services qu'on a su développer dans nos hôtels au fur et à mesure des années, mais aujourd'hui vont vers une expérience à vivre. Et c'est là-dessus où nous, on va s'axer dans les années à venir pour accompagner ce développement de cette expérience. Et on le sait en œnotourisme, c'est là où le tourisme et le vin se rejoignent, c'est que tout est axé autour d'une expérience. On le voyait à l'instant, regardez cette belle offre dans des grottes, c'est quand même quelque chose à vivre, hein. C'est pas quelque chose, c'est très original. Et puis, comme on en parlait, on a des territoires magnifiques en France, et il y a une véritable attente, non seulement du touriste français, mais du touriste international pour découvrir ces expériences. Chez Monet, donc ça a ouvert quand? C'est déjà ouvert, Arnaud, ou ça va ouvrir? Voilà, non, ça vient d'ouvrir, ça fait 3 mois qu'on a ouvert. Et combien de chambres? Il y a des espaces de vie également, de restauration, des brasseries, comment c'est organisé? Exactement, on a... alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la ville de Cognac, il y avait à peu près 250 lits, capacité hôtelière. Nous, on en rajoute un tiers, puisqu'on a 92 chambres. C'est un site sur 2,5 hectares en plein centre-ville, 10 bâtiments différents qui, pour une partie, sont des anciens chais qui ont été complètement transformés justement pour cette offre hôtelière. Et de l'autre côté, des bâtiments nouveaux, beaucoup plus contemporains, qui vont amener aussi les produits complémentaires qu'on peut attendre dans un hôtel aujourd'hui, que sont aussi du spa, des piscines, mais que sont aussi des salles de réunion ou des salles de gala. Notre vocation, bien sûr, c'est d'aller développer cette clientèle internationale et de créer, j'en parlais rapidement tout à l'heure, une destination nouvelle, mais c'est aussi pour répondre en premier à un besoin local et à l'écoute de son territoire, parce que nous, on est arrivé aussi pour répondre à une demande qui était très forte de tous les acteurs de la ville et même de la région sur ce produit qui n'existait pas. Et les maisons de Cognac soutiennent l'initiative, elles vont loger leurs clients, en parler, faire également la promotion, parce que c'est quelque part une chance pour l'ensemble de la région. Alors exactement, c'est pour nous l'axe prioritaire, c'est bien évidemment s'intégrer au territoire. On le sait dans l'hôtellerie, l'hôtel a aussi une nouvelle vocation. On se pose dans l'hôtellerie beaucoup de questions aussi sur le devenir, quelles sont les attentes de nos clients, comment se différencier aussi de nouvelles offres hôtelières. Et l'hôtel aujourd'hui est un véritable commerce d'une ville et un représentant aussi de son territoire. Et ça, c'est vraiment un axe important pour nous. Je cite souvent d'autres exemples qui ont eu lieu. Alors, il y a eu des
des exemples dans d'autres régions qui se sont très bien développés, mais où l'hôtelier ou un hébergement qui arrivait sur un site commençait à développer aussi une offre soit de vin, soit de cognac, comme on a nous dans notre exemple, et commençait à aller sur un autre métier qui n'est pas forcément le sien, son cœur de métier. Et nous, on a choisi vraiment complètement l'inverse. On est vraiment, nous, on fait partie des acteurs locaux et on veut les accompagner aussi dans leur développement de business. On veut les accompagner dans les facilités d'organiser des événements sur la ville. On veut les accompagner sur aussi la promotion qu'ils vont faire à l'étranger ou même en France de leurs produits, mais nous, on va les accompagner pour aussi compléter l'expérience dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, les maisons de cognac ont véritablement adhéré à ce produit, elles nous accompagnent, elles jouent le jeu aujourd'hui, parce qu'elles y trouvent un intérêt important pour elles. Avant d'accueillir Alexandre Lazareff, Arnaud, vos grands copains d'Airbnb sont aussi présents à Cognac? Vous les aimez, hein? Et c'est une offre incontournable aujourd'hui. Ne pas parler d'eux, c'est aussi se mettre un peu une œillère. Et justement, ça nous pousse, nous, à nous poser d'autres questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être, nous, notre valeur ajoutée pour les clients? Comment on va se différencier dans cette offre très hétérogène d'hébergement, et c'est à nous d'y trouver justement la petite différenciation qui va nous permettre d'avoir un produit différent. Merci à tous les cinq. Vous pouvez rester là pour l'instant. On accueille. On peut l'applaudir, Arnaud. Merci, Arnaud. Bravo. Beau témoignage.